Merci à tous d'être venus pour écouter le professeur Gilles Berru qui nous fait le bonheur de publier un ouvrage absolument majeur sur ces questions centrales qui sont celles de l'autre société. Le président Macron parlerait de l'ancien monde, mais nous on parlera plutôt du nouveau monde, parce que finalement la longévité c'est demain, c'est aujourd'hui et c'est demain, donc c'est aussi l'avenir. Souvent on a l'impression qu'on parle de choses anciennes. Voilà. Et donc je crois que c'était important. Alors il y a ici un certain nombre d'étudiants du master directeur des établissements de santé, des étudiants actuels et aussi des anciens. Je les remercie, mais il y a aussi plein d'autres personnes. Il y a une zone familiale, je crois, un petit peu aussi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un cluster. Voilà. Oui. Et puis il y a aussi des acteurs de l'entreprise. Je vois en face de moi un monsieur qui travaille beaucoup dans le domaine de la promotion immobilière et qui réfléchit à des projets justement qui permettent de mieux vivre dans la ville, dans les territoires, l'âge venant. Enfin, voilà, on a voulu aussi mélanger différents regards pour... comment ? Un groupe Orient qui était avec eux. Évidemment. Il me dit, eh oui, t'es en train d'en oublier. Et évidemment, le groupe Corian, il y a des représentants éminents de la fondation Corian pour le bien vieillir, dont Gilles, tu es membre du conseil scientifique. Sous la houlette du président. Oui, voilà. Et donc, voilà, c'est aussi une diversité, encore une fois, une diversité d'acteurs. Je crois qu'il serait bien peut-être que, tout simplement, tu nous dises en quelques mots le pourquoi du comment. C'est-à-dire l'envie d'écrire ce livre et un petit peu voilà, ce qui en ressort. Puis après, on reviendra sur certains thèmes. Et bien sûr, le jeu, c'est aussi de l'échange. Donc, vous intervenez, vous questionnez, vous réagissez, vous contestez, enfin voilà, ce que vous voulez. Moi, je vais dire des choses très banales là-dessus. Je pense que tout livre est un passage à l'acte qui est mûrement réfléchi, comme toute la musique improvisée. Et donc, il y a la vie qui court, il y a les rencontres, il y a le travail que l'on fait professionnellement. Et pour moi, ça a été un choix très, très précoce dans ma vie, parce que j'avais 21 ans, 22 ans, et je trouvais que la gériatrie était passionnante à une époque où c'était finalement un peu un lieu de non-droit et d'abandon. Et c'est probablement à ce titre-là que ça m'avait interpellé. Et puis, on continue une activité professionnelle, et puis les grades universitaires, en ayant toujours l'idée en tête de pouvoir générer une gériatrie de qualité. Et puis la vie, les rencontres, le travail un peu, me permettent finalement de le réaliser. Et j'ai la chance de pouvoir créer un premier service de gériatrie et un réseau hôpital-ville et un réseau interhospitalier. Et puis la vie fait que je change de ville et que je recommence en créant un secteur universitaire de recherche, d'enseignement, etc. Et avec tout ça, des occasions qui m'ont été données, offertes par la vie, de pouvoir participer soit à des plans ministériels, soit à un schéma régional d'organisation sanitaire, soit de très très nombreuses rencontres avec des territoires, des élus, des médecins généralistes. Et tout ça crée chez moi l'idée que ce qui se passe dans un service hospitalier en gériatrie, c'est un confetti par rapport à tout ce qui se passe autour, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important, et que finalement restreindre son regard à la médecine de la personne âgée malade était le petit bout de la lorgnette. Et donc j'ai continué cette réflexion en me rendant compte que, évidemment, que c'était les territoires, évidemment que c'était une organisation interhumaine à l'échelle d'une proximité. C'est une autre manière de parler des territoires. C'était aussi de la formation, mais pas que de la formation initiale, mais tout au long de la vie. Et que finalement, dès qu'on parle de relations entre les personnes et d'une société qui avance, qui produit, on parle d'économie. Et donc que l'économie était clairement impliquée. Mais en même temps, je me rendais compte que ceux qui se faisaient de la médecine gériatrique ne voulaient pas trop entendre parler d'autres choses, en tout cas à cette époque-là beaucoup, que ceux qui parlaient d'économie, la personne âgée n'existait pas, etc., etc., et qu'il fallait essayer de faire des ponts entre des mondes qui ne se parlaient pas, parce que finalement, la pyramide des âges annonçait une redistribution complète des dimensions entre la répartition des différentes tranches d'âge. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de créer un gérontopole, qui soit une sorte de lieu interface. Et j'ai eu la chance d'avoir un président de région, et je le cite, Jacques Oxiette, qui m'a permis de mettre en place cette idée un peu saugrenue de faire l'alliage chimérique
du solidaire, du social, de l'économie rentable, du territoire, de la politique et de l'expertise professionnelle. Alors, comme toute chose innovante, c'est toujours un peu un parcours du combattant. Mais finalement, ça a agrégé une sorte de pensée qui, au début, était un peu parcellaire et qui, progressivement, s'est organisée. Jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de téléphone, et la personne coupable est ici, et qui me dit « J'ai vu une conférence que vous... » je cite Mme Souyapa Amier, et que je remercie beaucoup m'a permis de ce passage à l'acte, en disant « J'ai vu une conférence de vous que vous avez fait à l'université, et j'ai trouvé que votre propos était intéressant, innovant, et on ne l'entendait pas trop. Est-ce que vous voulez écrire ?» Et au début, j'ai dit non, parce que je ne savais pas écrire les livres, parce que finalement, j'écris des articles scientifiques, mais écrire un livre d'une manière littéraire, ça ne m'était jamais arrivé. Puis finalement, j'ai dit oui. Et là c'est un peu comme quand on va dans une piscine d'eau froide, non préparée, c'est-à-dire qu'on plonge, on ne sait pas trop. Voilà. Et donc j'ai été très bien accompagné. Et ce qui m'a permis, en fait, que cette pensée qui était à l'état d'agrégation de connaissances devienne finalement une sorte d'itinéraire progressivement. Et donc ce livre est un itinéraire, c'est-à-dire qu'il part de données sur le vieillissement que l'on peut partager, comme la vision qu'on peut avoir du vieillissement, qui est définie dans tous les dictionnaires du 19e siècle, c'est-à-dire nos dictionnaires, qui sont pratiquement, à part le Furtière qui est de l'âge classique, tous les autres sont du 19e, c'est quand même un âge de production. Et donc le vieillissement, c'est le déclin, à l'exception du vin et du fromage. Et donc, on part de cette idée-là, on part aussi de l'idée de l'agisme, c'est-à-dire ce déni de l'âge qui est très présent sans pouvoir être forcément exprimé. Et puis, progressivement, on dit ce que l'on voit tous dans la vie, finalement, c'est-à-dire que la place des personnes âgées dans les familles, dans la vie, dans la société, dans les mandats électifs, dans les associations, un formidable travail qui est fait. Des personnes âgées sont peut-être âgées, mais au jogging du dimanche, la personne de 68 ans qui dépasse tous les quadras, qui n'ont pas d'entraînement, c'est courant. Hein, quand il y a des courses comme ça amateurs, on s'aperçoit qu'il y a des personnes âgées qui passent devant. On se dit, tiens, on parle différemment. La vie affective qui change aussi beaucoup, c'est-à-dire que le modèle de la vie affective que l'on a pu connaître avec des veuves pendant des années, etc., change. Il y a des nouvelles vies, des nouvelles recompositions, des nouveaux regards, il y a des nouvelles manières de transmettre, et puis une transmission qui se fait dans les deux sens, avec la petite fille qui est très à l'aise sur Facebook et Twitter, qui montre à la personne plus âgée et qui se régale sur sa tablette. Et finalement, on se rend compte qu'on est en train de mettre en place une nouvelle manière d'être ensemble. Là-dessus, une réalité qui sont les modifications personnelles et intellectuelles qui sont associées à l'âge. Et c'est là que rentre un champ que j'ai eu l'occasion de travailler toute ma vie, mais finalement qui prend un aspect très différent quand on parle de cette question, qui est la cognition, qui est un mot qui fait un peu intellectuel, science, enfin on se met à bâiller quand on commence à parler de cognition. Et en fait, c'est vraiment notre instrument de relation, de réflexion. C'est pas du tout la fameuse mémoire dont on veut nous parler, qui, dans un monde neurologique, est une sorte de logiciel pour retenir les informations et les traiter. La cognition est bien plus que cela. C'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un et qu'on a plaisir d'être avec lui, quand quelque chose se passe, les fameux atomes crochus de Démocrite, en fait, c'est la cognition exécutive qui est à l'œuvre. Quand on a plaisir et qu'on veut innover, c'est la cognition qui fonctionne. Quand on veut projeter, planifier, c'est la cognition qui fonctionne. Quand, dans un humanisme bien compris, on s'empêche de faire quelque chose, c'est l'inhibition, c'est la cognition qui fonctionne. Et que finalement, si le vieillissement, c'est une altération de la cognition qui se fait très progressivement, peut-être que d'être auprès d'une personne âgée, c'est pas du tout être auprès d'une personne pour laquelle il faudrait faire, le fameux concept enfermement de dépendance, mais c'est d'être le coach de la cognition de l'autre et lui permettre d'être de nouveau dans le champ de l'innovation
dans le champ du plaisir, de l'émotion, de la vie. Et que finalement, on voit bien que derrière, même si le livre ne l'aborde pas en tant que tel, mais c'est dans l'actualité, le concept d'EHPAD, c'est-à-dire du lieu de la dépendance, explose complètement avec ce concept-là. Et le fait d'être soignant n'est pas du tout laver l'autre, mais être son coach, son animateur, je dirais que d'être son vis-à-vis en humanité, tout simplement, parce que c'est ça qui fait finalement fonctionner la cognition. Et la constatation que 35% de la population aura plus de 60 ans et sera dans cet âge-là, fait que ça dépasse largement ce que je viens de dire au niveau personnel. C'est un nouveau champ politique, c'est une nouvelle société qui se construit, où la répartition entre les générations se modifie complètement. La société inclusive, désirée par les penseurs modernes, ou en tout cas ceux qui ne s'arrêtent pas à la production, eh bien, voit bien que la fragilité de l'âge, c'est une sorte de paradigme de la fragilité qui s'applique à toutes nos fragilités. Et que si on a une société qui est accueillante à la fragilité de la personne âgée, eh bien, elle est tout simplement accueillante pour nous-mêmes, parce qu'on est tous des fragiles potentiels, ou des fragiles par moment. Et donc, on est en train de changer une société, une ville, un territoire, qui n'est plus le lieu de la performance, pour lequel il n'y a pas besoin d'être le meilleur ou le plus performant pour appartenir à la société, mais il faut simplement être. L'avoir qui passe à l'être, c'est sûr que c'est un vieux thème de sagesse, et finalement, c'est aussi une réorganisation de notre manière d'être ensemble, avec des conséquences sur le plan économique, ce qui n'empêche pas d'avoir une économie qui soit innovante, d'avoir une économie qui puisse dégager les moyens qui permettent en particulier de financer une partie de la solidarité, mais aussi d'une récompense du travail. C'est aussi la possibilité d'une formation qui ne se réduise pas à la formation initiale, mais qui soit tout au long de la vie. Et je pense qu'à l'INSEC, avec les étudiants, les jeunes étudiants que nous avons ici, on voit bien que ça a du sens de se former tout au long de la vie. C'est aussi reconsidérer le champ du savoir. Alors ça, c'est un aspect plus universitaire. Mais je dirais que la réflexion dans les silos des disciplines explose avec le thème du vieillissement. C'est Julia Kristeva qui a une très belle expression, c'est la répartition fossilisée au 19e des savoirs. Mais en fait, c'est vrai que voilà, la sociologie est née quelque part vers la fin du 19e siècle, mais une sociologie d'aujourd'hui, c'est une sociologie qui a un cœur de métier, mais qui a aussi des frontières qui sont en dialogue permanent avec les autres disciplines. Et la médecine, il va bien falloir faire exploser également le champ, parce que si on attend d'avoir un comprimé pour la maladie d'Alzheimer, on est très très mal parti. Et si c'est ça la médecine, alors ça va vraiment être de moins en moins utile, cette médecine-là en tout cas. Et donc, on voit bien que derrière le thème du vieillissement et la transversalité, on est en train de faire bouger les repères épistémiologiques, on est en train de faire bouger une anthropologie, parce que finalement, la cognition devient une manière d'être au monde. Et là, ça peut nous intéresser aussi dans une manière, par exemple, de comprendre les personnes en situation de grande pauvreté, abîmées par les conditions de vie, dont la composante cognitive est majeure. C'est aussi toutes nos relations interpersonnelles qui vont se modifier. Et enfin, on va nous demander de ne plus être forcément performant pour vivre et avoir le retour narcissique suffisant pour être heureux. Donc finalement, c'est une chance pour tous, cette longévité. C'est pour ça que c'est le sous-titre de ce livre. Puisque si on réussit à modifier notre manière d'être ensemble pour accompagner 30% de la population qui a une production importante, production non économique, mais importante, eh bien, on a une sorte de nouveau, alors je vais reprendre une expression peut-être des Lumières usagées, mais on a un nouveau contrat social qui se dessine. Et ce contrat social, le premier était hérité quand même de Kant, et ce qu'on appelle le thème du respect était important. Et le respect, c'était la non-remise en cause, en fait, du système. Là, on va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, c'est un contrat social où les a priori hiérarchiques
les a priori de graduation des champs de savoir et de présence à la société sont remis en cause. Voilà en quelques mots. Eh ben, on peut l'applaudir déjà. Non. On attendait, mais c'est là, tu vois. Alors évidemment, on pourrait revenir sur chaque thématique, ça serait. Mais ta question était très ouverte quand même. C'était fait un peu court quand même. Bon, d'accord. Voilà. Non, c'est pas drôle. Voilà. Et c'est important aussi de à la fois donner une histoire et puis juste savoir. Quand on s'est rencontré avec Gilles, Gilles a la caractéristique assez rare dans le monde médical de penser que tout ne se règle pas par le médical. En soi, c'est déjà une pathologie locale. Oui, c'est ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie, et donc c'est toujours intéressant. Les gens qui sont un petit peu hors de la norme ou sur une autre norme sont toujours plus intéressants. Quand Guillaume disait qu'entre la norme et l'environnement, il y a toujours un débat, et donc c'est ça la question, quoi. Et donc c'est ce qui va mettre faire débat. Et en même temps, on a bien vu là, c'est pas qu'une histoire de technique, c'est pas qu'une histoire de santé, c'est pas qu'une histoire de médical, et finalement, le propre de ce livre, c'est déjà de nous aider à sortir de ce regard-là, parce que tant qu'on regardera ces questions-là sous l'œil médical, on ne s'en sortira pas. Non, c'est un cul-de-sac complet. Il y a deux risques, c'est le médical ou le contrôle de gestion. Il faut faire des cours de contrôle de gestion, il n'y a pas le choix, je vous le dis. Voilà. Mais si on a une pensée de comptable ou juste une pensée médicale, on ne s'en sort pas. Il faut une pensée tout court, une pensée globale. Ce que tu as dit, il y a plein d'éléments. Un des mots importants, ça a été le mot territoire. Il faudrait qu'on revienne quelques minutes justement sur le gérontopole des Pays Loire, parce que là aussi, il y a une vision du gérontopole où c'est l'endroit où on va faire de la recherche, on va faire du soin, on va penser médical. Et le gérontopole des Pays Loire a été le premier qui a pensé autrement en disant on va penser le territoire dans toute sa globalité, dans tous ces espaces-là. Il y a l'espace de la silver-économie, il y a l'espace des services, il y a l'espace des différences entre les territoires, il y a l'espace des élus. Je voudrais que tu reviennes un petit peu sur cette expérience-là, parce que tu as dit elle a été aussi portée avec un président de région qui y croyait, donc il y a aussi des politiques qui ont des regards, des visions. Ils ne font pas nécessairement des grandes carrières, ça c'est un autre sujet, hein. Mais en tout cas voilà. Et donc, mais c'est important. On va peut-être pas aller sur ce sujet-là. Non, d'accord. Mais juste voilà. Mais en disant, voilà, en tout cas, comment ça s'est construit et comment aujourd'hui ça continue à se développer sur cette vision qui est entre autres, par exemple, un diagnostic de territoire. Comment ça se passe dans tel territoire et comment, à partir de là, je peux construire un projet justement de longévité. Oui. Alors c'est l'aspect gérontopole et territoire. Sur le soutien politique, je dois dire qu'on a vécu quelque chose qui est toujours difficile, c'est un changement de majorité régionale. Et on est arrivé à survivre et à retrouver un appui et un soutien. Donc ça permet, c'est une sorte de preuve par neuf que le modèle résiste. Plus sérieusement, en fait, le territoire, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu d'unité thématique, quelle que soit la superficie, quel que soit le thème et quelles soient les personnes qui se rencontrent. Toujours, le territoire est un mot un peu valise, mais très intéressant, parce qu'il veut simplement dire qu'il se passe quelque chose, les molécules se rencontrent. Alors dans le thème du vieillissement, le territoire, c'est finalement un espace géographique qui n'a pas forcément une unité administrative particulière, qui se dit, voilà, aujourd'hui, il y a 40% de la population qui est âgée parce qu'on est en semi-rural ou en rural. Dans 10 ans, on est à 65-70% de la population. Qu'est-ce qu'il faut qu'on investisse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour qu'on puisse accompagner sur les 10 prochaines années cette modification majeure de la vie du territoire? Et au lieu d'aller courir pour absolument avoir le médecin, la maison pluriprofessionnelle etc., qui est toujours la quête permanente, la plus grosse EHPAD, etc., est-ce qu'on ne peut pas faire plus intelligemment, c'est-à-dire se poser la question de quels sont les besoins, et dans ce cas-là, on va mettre les moyens appropriés. Et on a mis en place, en 2012, le concept de diagnostic territorial, diagnostic action territoriale, environnement longévité, d'Atel. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fait le diagnostic de la population, le diagnostic des moyens qui sont présents. On fait aussi un diagnostic partagé avec ce que veulent les personnes sur leur territoire, ce que veulent les élus, quel est le projet collectif qui est porté, avec une analyse aussi de l'histoire de ce territoire.
on projette les données sanitaires, les données sociales, les données démographiques, économiques à 10 ans, avec évidemment les hypothèses. Et à partir de cela, on va construire avec les représentants de la population et les élus les différents scénarios sur lesquels on va construire un modèle de développement pour accompagner ce vieillissement. Et une fois qu'on a repéré ces différents, enfin surtout 2, 3 scénarios importants, on va construire la faisabilité pour pouvoir mettre en place un véritable contrat de partenariat entre le territoire et puis ses tutelles. Parce qu'on parle toujours du millefeuille territorial comme si c'était un défaut. Mais je pense que le millefeuille territorial est une chance. Déjà, c'est très bon, le millefeuille. Ça, tu parles à un convaincu. Hein. Mais c'est-à-dire que quand on a un acteur aussi différent que le préfet de région, l'agence régionale de santé, le conseil régional, le département, les communautés de communes, eh bien, on peut faire un pacte territorial autour du scénario choisi et de dire avec chacun qu'est-ce qu'il faut faire. Pour l'un, ça va être les transports en commun ou bien amener du câble. Pour l'autre, ça va être donner des autorisations. Pour le troisième, ça va être des financements stratégiques particuliers, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, le projet politique construit par les élus, il est fondé en fait sur des hypothèses prospectives et sur un accompagnement des tutelles. Et donc, c'est plus un territoire en déshérence avec des gens qui se disent « on vieillit, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais en fait, c'est un projet où, quel que soit l'âge des personnes, on a un projet commun à mener. Évidemment, ça change tout. Parce que comme par hasard, il y a des jeunes couples avec enfants qui arrivent pour venir en disant « ça a l'air sympathique, votre territoire, on vient aménager ici, en plus le foncier pas très cher, etc. » Et donc, on voit le territoire qui commence à reprendre en fait toute une vie intergénérationnelle. Il ne s'agit pas, alors là, c'est pas pour rien que j'ai... je ne sais pas pourquoi j'ai un livre qui s'appelle « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» Mais en fait, c'est quand même central. Hein. C'est-à-dire que si c'est une chance pour tous, c'est que ce n'est pas une guerre des générations. C'est véritablement des générations ensemble qui construisent. Parce qu'à partir du moment où un territoire est en train de construire un vrai projet politique, il y a une place, évidemment, pour les actifs, et il y a aussi une place pour l'éducation et la formation. Et donc, c'est une sorte de levier, en fait, qui va retentir sur les transports en commun, sur la vie culturelle, sur l'organisation politique, sur l'organisation sociale, sur l'organisation sanitaire. Donc, dans le modèle du gérontopole et le territoire, c'est ce que nous portons. On a la chance, là, aujourd'hui, de pouvoir le mettre en pratique sur 2 territoires. Un territoire de 120 000 personnes, de 9 nouvelles communes, qui s'appelle le territoire des Mauges, dans le sud d'Angers. Et puis le département de la Mayenne qui nous a demandé de réfléchir à quelle politique gérontologique. Pourquoi? Et c'est très intéressant sur le thème de l'EHPAD qui est dans l'actualité, c'est qu'ils constatent qu'ils ont beaucoup d'EHPAD, et dedans ce sont des gens qui ne sont pas très dépendants, donc ils n'ont pas le budget pour. Et donc ils ont 2 solutions, c'est soit de supprimer des EHPAD, quitte à les rouvrir dans 10 ans, soit de laisser des EHPAD en déshérence et d'alimenter un budget qui n'est pas au rendez-vous parce que c'est des GIR 4, des GIR 5. Et donc notre proposition, c'est de repenser à l'échelle de ces territoires des pôles de ressources gérontologiques qui vont permettre de mettre en place des résidences intermédiaires alternatives, mais aussi le champ de la prévention, de l'animation territoriale, et qui permet qu'il n'y a pas, avec la diminution du nombre d'EHPAD, une diminution de l'activité gérontologique, et que toutes les potentialités sont là, s'il y a besoin de faire régénérer en fait, des établissements. En sachant que dans 10-15 ans, la place de ces établissements par rapport aux résidences intermédiaires et à l'équipement du domicile sera de plus en plus technique et sanitaire. Et donc que l'avenir de l'institution, pour les personnes qui ne peuvent pas vivre chez elles, ça ne sera pas, dans la très très grande majorité des cas, l'EHPAD que l'on connaît aujourd'hui, qui est un peu en fin de parcours d'ailleurs. Je crois que c'est toi qui l'as écrit. Oui, alors on va faire attention sur les mots fin de parcours. Ah bon d'accord. D'accord. Oui. Car, ce qui est très riche, c'est que si on prend le territoire, on est obligé de réinterroger quelque chose qui est tout bête, qui s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que
le grave problème, c'est qui décide, comment on décide et comment on demande leur avis aux personnes les plus concernées. Alors quand on construit quelque chose qui est au plus proche des personnes, tu as bien raconté avec ce millefeuille, ça permet aussi d'avoir la parole, d'avoir le regard et parfois aussi de mobiliser les personnes, ou elles-mêmes d'ailleurs se mobilisent sans même qu'on les mobilise. Donc c'est comment on construit tout ça. Et donc là-dedans, il y a aussi le parcours résidentiel, peut-être d'autres manières d'habiter son grand âge, y compris avec d'autres manières d'inventer en effet cet EHPAD du 21e siècle. D'ailleurs, il faudra aussi changer le nom. Le premier objet, ça sera, parce qu'EHPAD, c'est quand même, voilà, déjà quand on demande et quand on fait la traduction, ça fait peur un peu à tout le monde. Étonnez-vous après que l'image soit aussi mauvaise. Alors, c'est vrai qu'on fait des sondages très très intéressants. On demande par exemple aux 18-25 ans s'ils souhaitent aller en EHPAD. Et c'est étonnant, c'est 0% de retour. Et en même temps, non, mais ils sont très ingrats. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'en ai quelques-uns qui veulent y aller, mais c'est quand même à titre professionnel. Mais pas, oui, voilà, c'est ça, Mais c'est vrai que ce territoire permettra de penser. Mais il y a quelque chose d'autre. Une fois, tu es parti sur quelque chose qui n'était pas totalement consensuel, qui était sur le rapport de la médecine de ville et de l'hôpital, qui nous parle aussi du territoire. Et j'aimerais bien qu'on fasse ce lien, médecine de ville, hôpital et EHPAD, justement. Comment tu vois ça? Et un regard assez critique, mais de quelqu'un qui est aussi, là pour le coup, c'est quand même intéressant d'entendre des gens qui connaissent le soin et la santé. Alors moi, il me semble que l'hôpital est devenu, avec les règles budgétaires qui ont été mises en place pour contenir des dépenses de santé, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, un lieu de production d'actes de soins. Et donc l'hôpital qui avait aussi une autre mission d'accueil, d'accompagnement, et même quelquefois d'accompagnement tout au long de la vie pour les plus pauvres. Hospitalité quand même. Hospitalité, s'est effacé. Et il y a, je dirais, à côté de cet hôpital, une médecine qui a connu en fait une démographie décroissante avec un numerus clausus qui n'a pas eu la souplesse qu'il aurait fallu avoir, parce qu'on aurait pu très bien avoir un numerus clausus avec une réadaptation tous les 5 ans, mais ça n'a pas été fait, donc ça a été quelque chose de très dogmatique. Et on aboutit aujourd'hui à des territoires qui sont déshabités par les médecins, et le citoyen, en fait, a du mal à trouver un médecin. Quand il va à l'hôpital, il rencontre souvent quelqu'un qui est dans la technique de la maladie, mais pas forcément dans la réponse à son besoin. Et on est aujourd'hui dans une situation très, très compliquée, en fait, parce que le rôle de la médecine qui est là pour la santé des personnes, eh bien, ne peut plus remplir cette mission. Alors, il y a un concept qui est né aux États-Unis, qui s'appelle le concept de fonction, et qui est né d'ailleurs sous l'impulsion du lobby des handicapés aux États-Unis, et en particulier en fait, des anciens du Vietnam qui ont connu donc, des handicaps et qui se sont mis en groupe de pression et qui ont pu faire voter à l'OMS une motion comme quoi la santé n'est plus là pour diminuer la maladie, mais pour redonner de la fonction. Et ceci est important parce que c'est arrivé jusqu'à l'Assemblée générale de l'ONU et en 2011 a été institué officiellement que le but des services de santé était de redonner de la fonction au sens anglais de function, c'est-à-dire de capacité finalement à faire et à être adapté. Et on voit bien que dans le parcours hospitalier aujourd'hui, une personne arrive, je vous donne un exemple, une dame de 85 ans qui arrive pour la 5e fois aux urgences pour chute. Voilà, on connaît ça par cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui faire à cette pauvre dame? On va rechercher si elle a une hypotension orthostatique, une baisse de la pression artérielle, on va regarder si son cœur marche bien ou pas, on va lui faire un scanner pour voir si, etc. Et on va dire, on n'a rien trouvé, au revoir madame. Mais en fait, ce n'est pas du tout le besoin de cette dame. Cette dame, son besoin, c'est de remarcher. Ce n'est pas qu'on lui trouve les quelques maladies que l'on connaît et en disant bah, si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour nous. Donc on voit bien que c'est une demande fonctionnelle et ce n'est pas une demande sur la pathologie. Et donc il faut qu'on fasse réémerger en fait, tout un champ de la médecine
qui se fonde sur la capacité à répondre à un besoin de remise en fonction. Mais c'est vrai aussi pour le jeune gars qui a une addiction aux substances illicites et qui vient pour la 15e fois à l'hôpital psychiatrique ou aux urgences. Sa demande, ce n'est pas qu'on lui dose le taux de toxique dans le sang. Donc on voit bien qu'on a tout un champ qui n'est plus du soin seul au sens de maladie, qui est du prendre soin pour la santé, et dans lequel c'est la fonction qui est en premier. Et là, ça impose en fait qu'il faut repenser la place du professionnel de santé dans le territoire. C'est-à-dire qu'il y ait un lieu de production d'actes médical, oui, mais ça ne peut pas résumer en fait l'action de santé d'un territoire. Et dans ce cas-là, et on ne peut pas dire que, ah oui, la fonction sur la rééducation, ça va être le kiné. Non, bien sûr, le kiné va faire son œuvre de kiné, mais on voit bien que derrière ça, qu'est-ce qui va faire que la personne ne rechute pas? C'est tout simplement que là où elle vit, que ça soit chez elle, dans une résidence-service ou en EHPAD, on lui permette de faire de l'activité physique, et ça joyeusement, voire du tai chi, ça marche très bien, qu'on permette de refaire des choses avec son esprit, avec son corps, avec les autres. Et que ça, c'est vraiment le cœur de la santé. Et pas que pour les personnes âgées, d'ailleurs. Et là, on aura un dispositif qui répondra à un besoin. Et non pas uniquement un modèle économique fondé sur l'acte, qui est né de l'après-Deuxième Guerre mondiale, sur la découverte des premiers médicaments efficaces. Voilà, ce champ-là est également un champ en fait, que la gériatrie ouvre et est en première ligne avec ses moyens, qui ne sont pas très forts, mais avec de plus en plus d'écoute. Parce qu'on voit bien que la position actuelle de la maladie, de l'acte et de son financement est une partie assez minoritaire finalement de la demande que nous tous nous faisons auprès du médecin également. Je crois que c'est... Si on va au bout de cette histoire-là, c'est aussi la question de la place des personnes directement concernées. Les personnes âgées, les personnes malades, y compris des gens qui ont des maladies psychiques et autres, c'est comment on les écoute pour répondre justement à cette demande de fonction. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de pub. Le prochain plateau de la Fondation Corian, le 12 avril, sera sur ce sujet-là, puisque c'est la parole des patients. Parce qu'à un moment donné, plus on se rapproche du territoire, plus on se rapproche des personnes, et plus on est dans des logiques de fonction, plus justement c'est aussi, ce que tu as dit, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'elle veut la dame? La dame, elle veut marcher. Mais si on ne lui demande pas, si on ne l'écoute pas, si on ne la prend pas en compte, on va juste répondre par la technique, par la technologie. Et puis, je crois que l'autre élément, et ça c'est histoire de bien montrer que j'ai lu le livre, en page 114, tu évoques la question un petit peu, le débat... Attends, je m'en souviens plus, moi. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ça me rappelle un débat avec quelqu'un pour qui j'avais écrit le livre, mais qui ne savait pas que c'était moi qui lui avais écrit. C'est assez spécial comme livre. C'est quoi 114 ? Ah oui. C'est un petit peu, à un moment donné, d'ailleurs, tu parles même de la face sombre de l'autonomie. C'est ce débat qu'on a souvent, le débat des mots. Moi, j'insiste beaucoup, le mot dépendance, c'est un mot à déconstruire, à critiquer, ainsi de suite. Et toi, tu reviens là-dessus, dépendance, autonomie. J'aimerais bien qu'on t'entende sur cet élément-là. Oui, ça, c'est en effet capital. Parce que, en fait, en 1997, lorsqu'on a voulu sortir de l'allocation personnalisée, l'allocation tierce personne pour les personnes âgées, c'était quoi? C'était la même allocation pour les handicapés et les personnes âgées. Et donc on mettait de l'argent sur le compte de la vieille dame, qui s'empressait de le mettre à la caisse d'épargne, évidemment, parce qu'il faut pouvoir transmettre aux enfants. Et donc, en fait, c'était une aide qui était inappropriée, et c'était la même somme pour tout le monde. Donc pour sortir de cela, et pour qu'il y ait une bonne gestion financière de l'aide que l'on apporte aux personnes âgées, et je pèse mes mots, on a fait une échelle du besoin de soins requis, la fameuse grille Agir. Et donc, on a créé la prestation spécifique dépendance en 1997, qui est devenue l'allocation personnalisée pour l'autonomie en 2001, qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut bien voir que la dépendance est un concept de bon usage de l'argent pour qu'il corresponde aux besoins réels d'une personne. En aucun cas, à aucun moment, la dépendance n'est un concept de soin. À aucun moment, la dépendance est un concept de relation à l'autre. À aucun moment, la dépendance nous dit ce que l'on doit faire pour l'autre. Et ce glissement, on l'a vu apparaître. Le mot dépendance a fait florès, est devenu
l'arme de survie des départements, s'imposant comme le mot miracle qui permet de décrire l'ensemble du champ de la politique de l'âge, et la loi adaptation société pour le vieillissement a renforcé cette manière de parler, avec une espèce de pas de côté qui est comme la dépendance, c'est moche, parlons d'autonomie, ça fait chic. Et donc partout où on veut parler de dépendance, eh ben on dit autonomie. On fait une caisse nationale solidarité pour financer la dépendance, ben on l'appelle autonomie. On fait une allocation personnalisée pour la dépendance, appelons-la autonomie. On crée une conférence départementale des financeurs pour pouvoir mieux gérer la réduction de la dépense dépendance, on l'appelle pour l'autonomie. Et donc on se retrouve finalement avec deux sanctions. La première, c'est de réduire en fait le champ du vieillissement à la dépendance. Or, il faut le rappeler, il n'y a que 17% des gens de plus de 80 ans qui sont dépendants. Donc quand on réduit le vieillissement à la dépendance, on oublie 83% des gens âgés. D'autre part, on est dépendant de 18 mois. Donc la dépendance est vraiment un temps très particulier de la vie, qui souvent d'ailleurs, pour la majorité des pathologies, dure moins d'un an. Il y a quelques pathologies, les maladies neurodégénératives et les AVC qui font des dépendances longues, mais tout le reste, ceux qui ont des insuffisances cardiaques, qui ont fait un cancer, etc., la dépendance est très courte. Donc réduire le champ de toute la politique de l'âge à la dépendance est une sorte de déformation, de miroir déformant, mais qui est bien pire que ceux qu'on peut connaître, où on est un peu gros ou un peu grand. Là, on est complètement déformé. Et puis, deuxième sanction, ben, on brade le terme autonomie. Alors, sans faire... Alors, évidemment, dans un livre, on peut prendre le temps pour déployer les choses, mais disons que le terme autonomie est un terme qui naît pratiquement en même temps que la philosophie. C'est-à-dire que vraiment l'autonomie est vraiment une manière de concevoir la personne dans tout ce qu'elle peut avoir de dignité, de pensée, de libre arbitre, de manière d'être au monde. Et ça commence évidemment dans la philosophie grecque, mais ça se poursuit aussi dans la révision aristotélicienne du XIIIe, ça se poursuit avec Kant, dont l'autonomie est vraiment le concept majeur et qui est à la source de la citoyenneté née du siècle des Lumières, et ça continue, y compris, même si ce n'est pas exprimé de cette manière, chez les existentialistes. Donc le terme autonomie, c'est véritablement ce qui nous fonde en tant que personne dans toute sa dignité, c'est notre capacité à nous donner nos lois. Auto, nomos. Nomos, la loi, auto, soi-même. C'est notre capacité finalement à être selon ce que l'on désire être, à pouvoir mener notre projet, à pouvoir exister. Pourquoi le citoyen est autonome et pas le sujet? Parce qu'il est respecté en droit. C'est pour ça d'ailleurs que l'autonomie est à la fois un terme de philosophie morale à partir d'Aristote, mais avant tout aussi un terme politique. Et d'ailleurs, il naît chez Thucydide à propos de l'autonomie des Thébains, et aujourd'hui on parle de l'autonomie des Basques, des Bretons, etc. C'est-à-dire que l'autonomie est un terme qui est politique, un terme de droit, un terme d'organisation de la cité, mais c'est aussi un terme qui définit la dignité de la personne. Et dans le champ de la gérontologie, il est évident que l'autonomie, on en a besoin, parce que c'est tout le respect du désir de la personne, c'est tout le respect de son histoire, c'est tout le respect que l'on doit avoir à une trajectoire médico-sociale de qualité. Et c'est même plus que du respect, c'est un devoir en tant que professionnel de l'accompagner. Et on va mettre tout ça à la bannette. À cause du terme dépendance, l'autonomie devient une sorte d'ersatz, de substitut, d'inverse symétrique de la dépendance. Et donc là, c'est vraiment la double peine. Il nous faut sortir du concept de dépendance. Quand j'entends une aide-soignante qui dit « la dame du 15, c'est allégir 2 », là, on est au niveau 0 de la prise en soin. Mais elle n'y peut rien, parce que son directeur, lui, la dépendance, c'est son budget. Et donc l'injonction du directeur vis-à-vis des soignants, c'est de travailler pour maintenir le budget, mais pour une bonne cause, c'est maintenir l'emploi.
Donc, ce n'est pas contre le personnel que le directeur parle de dépendance, c'est pour maintenir l'emploi et le budget de la maison. Mais à ne parler que de dépendance, on renvoie finalement une image du soignant devant une personne âgée qui ne peut pas se laver, qu'il faut laver. C'est la politique du car watch. On n'est plus là pour accompagner une personne, on est là pour faire pour elle. Donc la personne est objet. S'il y a des formations en EHPAD qui proposent de caresser la main, d'être gentil, de regarder la personne, d'être adapté, etc., etc., et qui puissent faire un commerce fructueux de cette formation et que tout le monde applaudisse à deux mains, et que les cadres de santé et directeurs trouvent que quand même le personnel va mieux après qu'avant, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est qu'en mettant le terme dépendance, qui est un terme instrumental de gestion financière, à la place du soin, on a laissé un vide redoutable. Le vide, tout simplement, du soin, de la cognition de l'autre. Et personne ne le dit. Et personne n'en fait l'objectif du soin et de la prise en charge. Et donc, évidemment, on laisse place à tout ce que l'on peut vouloir vendre comme câlinothérapie sous prétexte d'empathie professionnelle. Il faut qu'on remette les bons concepts à leur place, la dépendance pour le directeur et la gestion, et l'accompagnement de la personne humaine dans sa complexité et sa cognition pour le soignant. Là, on va réduire les mauvaises conditions de travail, l'impression de surcharge, la perte de sens. Qu'est-ce que disent les soignants dans les manifestations? Ce n'est pas simplement augmenter le salaire, etc. C'est de la reconnaissance de soignants, de la valorisation comme personne humaine donnant d'elle-même pour l'autre. C'est le sens du travail pour lequel elles ont choisi ce métier qui est bafoué parce qu'ils sont réduits tout simplement à une valeur. Et je voudrais reprendre une phrase de l'excellent livre de Serge Guérin qui cite Oscar Wilde. « Le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. » Ben, je pense que c'est une définition de la dépendance. C'est le talent. Ah bon, écoute. En plus, si on va au-delà, cette question de société accompagnante, j'ai écrit dans le temps un bouquin d'État-providence à l'État accompagnant, oui. C'est un projet politique. Oui. Parce qu'on parle des plus âgés, et voilà, mais toutes les personnes en fragilité, on a tous besoin, à un moment ou un autre, justement de cet accompagnement. Qu'est-ce que c'est que le processus éducatif, normalement? C'est pas un qui sait, qui va tout apprendre à l'autre. C'est comment on apprend aussi à la personne à continuer d'apprendre, ainsi de suite. C'est comment on a cette démarche d'autonomie sur toute une vie, avec des capacités qui ne sont pas nécessairement les mêmes. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme est très sympathique. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, mais c'est pas vrai. En dignité, oui, on doit tous avoir cette... mais on n'est pas tous égaux, les capacités ne sont pas les mêmes, mais comment on accompagne les capacités de la personne. Tu avais parlé tout à l'heure justement de ses fonctions, de ses capacités. Il y a eu, et derrière, c'est au-delà de la question du soin, c'est la question de la société. Est-ce qu'on croit à une société d'accompagnement où chacun a sa chance et chacun est valorisé par rapport à ça, ou bien est-ce qu'on est dans une société à la Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, et finalement, si je reprends des formules d'aujourd'hui que j'aime bien, ou que j'aime pas du tout, les premiers de cordée et puis les derniers de cordée, ils suivent ou ils suivent pas. C'est derrière tout ce qui est dit là, c'est quelle société on a envie de construire, ou quelle société à laquelle on croit, ou quelle société on sera capable de faire. Donc on voit bien que derrière ces papis qui font boum, c'est tout simplement est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on croit à la démocratie, ou est-ce qu'on passe à autre chose qui serait le gouvernement des meilleurs, qui serait le gouvernement des plus forts, qui serait des choses comme ça. Derrière ça, c'est aussi ça les questions qui se posent. Alors peut-être d'abord, tout le monde est très très sage, tout le monde est très très attentif, mais vous avez peut-être envie aussi d'intervenir, de poser des questions, de réagir, de faire des remarques. Alors, assez peu d'entre vous, a priori, vous avez lu le livre, parce qu'il n'est pas encore sorti, donc ça rend quand même les choses plus compliquées, il faut bien le dire, mais peut-être dans ce qui a été dit par Gilles, peut-être que ça vous donne aussi des envies de réagir. Et puis il y a une partie qui connaît bien Gilles pour des raisons familiales, peut-être qu'ils peuvent aussi avoir envie de dire, mais dis donc tu dis ça, mais dans la vraie vie t'es pas comme ça, ou je sais pas. Oui, c'est ça. Il peut y avoir aussi des choses de ce type-là. Donc, non, si tu donnes de mauvaises idées, on peut évidemment... Voilà, chacun est libre, la parole évidemment est libre, voilà. Et donc si vous avez envie d'intervenir, de réagir d'une manière
ou d'une autre, n'hésitez pas. En attendant une question, j'ai une réflexion qui me vient récemment. Depuis quelques semaines, le ministre de l'Éducation nationale a nommé un neuropsychologue pour réfléchir à l'éducation. Il y a eu plusieurs ouvrages qui sont parus ces dernières années qui font véritablement référence aux fonctions cognitives exécutives comme moyen de renouveler la pédagogie. Et il y avait des techniques connues, hein, comme Montessori en particulier, et pas que, qui sont très branchées sur les fonctions exécutives, en fait, pour l'éducation. Et je pense que là, il y a des ponts à faire entre des personnes qui ont une altération des fonctions exécutives et des personnes qui sont en développement avec des fonctions exécutives qui sont en cours de construction. Je ne veux pas dire qu'on pourrait appliquer l'un pour l'autre, mais on voit bien que se crée progressivement, sans qu'on le dise, sans qu'on en écrive un traité, une véritable nouvelle anthropologie. C'est ce que je décris un moment dans le livre comme la personnalité tripartite. C'est-à-dire que nous avons été éduqués comme des êtres de psyché et de soma. On a une vision de l'être qui est bipartite. Et quand on se pense nous-mêmes, on dit « Ah oui, ça c'est mon psychisme et ça c'est mon corps ». Ça puise assez loin cette affaire-là parce que c'est probablement en fait un avatar de la vision néoplatonicienne, pas de Platon lui-même, mais plutôt de Plotin, et qui avait été repris par Augustin par le corps et l'âme. Et on est très bipartite. À tel point, c'est quand la cognition est vraiment à émerger comme une science universitaire au Canada, aux États-Unis, dans les années 30, on n'était pas du tout là-dedans. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on était dans une pensée qui oscillait entre la psychanalyse et le marxisme, et la cognition est passée complètement à la trappe en France. Et on a des générations entières de médecins, d'universitaires, et nous-mêmes, pour lesquels cette réflexion cognitive était absente. On est soit c'est le corps, soit c'est le psychisme. Et là, aujourd'hui, on se rend bien compte que nous sommes tripartites. C'est-à-dire qu'il y a une troisième instance qui est aussi importante que le fonctionnement psychologique et le fonctionnement de notre corps, qui est tout simplement toute cette interface de la cognition qui, cognos, c'est la connaissance qui nous permet d'être au monde. Et donc là, que dans le même moment, il y a, je dirais, des universitaires dans le domaine de la gérontologie et de la gériatrie qui font émerger la cognition, et par ailleurs tout le monde éducatif qui fait émerger ce thème-là, montre bien que probablement la vision bipartite est une vision de l'autorité et de la domination. Et qu'on va rentrer dans une vision tripartite qui va permettre l'inclusion. C'est une vieille histoire, hein. C'était déjà le camarade Spinoza qui avait un peu remis ça en cause. Et je dois juste dire que à la Fondation... Et le monde oriental, qui est beaucoup plus tripartite que nous. Ouais. Et d'ailleurs, il y a derrière, on travaille un petit peu sur les questions de... chez Corian, par exemple, il y a, cette histoire de Montessori a complètement été utilisée. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça le chariot des desserts, mais le terme technologique est beaucoup plus sérieux. C'est chariot des thérapies non médicamenteuses ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est l'idée, en effet, il y a plein de choses à prendre de ce qui a été souvent raté dans l'éducation, et donc reprendre autour de la pédagogie active, de Célestin Freinet, de Montessori, tout ça. Il y a là certainement des choses qui ne sont pas des gadgets, contrairement à ce que tu as évoqué tout à l'heure, des gadgets très très onéreux qui se prétendent humanistes. Mais là, on est sur des choses autres. Humanistides. Humanistides, oui. Et c'est extrêmement important parce que c'est encore cette question des capacités, c'est encore cette question des habiletés, c'est encore cette question, mais sur autre chose, des différentes intelligences. Il y a des gens qui ont un sens pratique, qui sont capables de se repérer dans l'espace, puis d'autres, dont je fais partie, qui n'en ont pas. Voilà. Les gens comme toi qui ont les deux. Voilà. Après, il y a les Superman, puis il y a les gens plus classiques. Mais en tout cas, c'est comment on valorise les uns et les autres, et comment ces personnes qui savent réparer telle ou telle chose sont aussi valorisées, et à leur âge, un âge parfois très avancé, elles continuent à avoir ce savoir. Oui. Et comment on le met en avant? Comment on dit, cette dame qui a toujours adoré faire la cuisine, elle a le droit de continuer à aimer faire la cuisine, elle s'y retrouve parce qu'elle fait du lien. Donc le lien, c'est le sens dont tu as parlé tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a en effet quelque chose de global là-dedans. Quelque chose où prendre encore une fois les compétences des personnes, valoriser ses capacités,
alors c'est Amartya Sen dans les prix Nobel de l'économie, qui est un des premiers en avait parlé, on voit bien que c'est aussi un autre modèle. Et je reviens à ça, c'est-à-dire qu'en parlant de tout ça, en parlant de vieillissement, on n'est pas du tout dans le déclin, on n'est pas du tout dans le passé, on est au contraire dans la possibilité d'un avenir. Ou pas. On fait ce choix-là, ou on ne le fait pas, et si on ne le fait pas, il y a des risques en effet que notre futur soit très très incertain, parce que ce ne sera qu'un futur de quelques-uns, ce sera qu'un futur technologique, et ça ne sera qu'un futur de performance. Et quand on met le mot performance, on peut le discuter autrement. Oui, après tout, exactement. la performance, c'est plein d'autres choses. Voilà. Et y compris d'ailleurs, si je prends juste sur quelque chose qui apparaît comme de la performance, l'athlétisme, la course du 100 mètres. Oui, ok, celui qui va le plus vite, parfois aidé par des substances diverses. Voilà. Il est performant, souvent sur un temps assez court. Son espérance de vie n'est pas nécessairement très très longue. Donc qu'est-ce que c'est la performance? Et là-dessus, je voudrais juste interroger sur quelque chose que j'entends souvent. Je parle d'espérance de vie, ainsi de suite. On dit oui, mais l'espérance de vie, en bonne santé, elle n'est pas forte. Comment toi, avec ton regard aussi ultra compétent de médecin, comment tu regardes un peu cette dichotomie lorsqu'on parle de oui, l'espérance de vie, mais l'espérance de bonne santé, elle n'est pas bonne, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire que la bonne santé? Alors, la bonne santé, c'est tout le terme de successful aging, de bien vieillir. C'est que la santé n'est pas l'absence de maladie. Et on peut être porteur d'une maladie chronique et se sentir en santé. Parce qu'à partir du moment où on a une maladie chronique que l'on gère soi-même, pour lequel on est autonome, que l'on connaît bien, avec lequel on vit, on travaille, voilà. Eh bien, en fait, on ne peut pas dire qu'on va être malade tout le temps, le statut de malade, parce qu'on a une maladie chronique. Et donc, on voit bien que la question se décale. J'ai eu un maître en médecine qui m'a énormément appris et qui avait eu un diabète brutalement lorsqu'il était en première année de médecine. Et alors, il était plus âgé que moi, donc c'était une époque où l'insuline, avec les grosses aiguilles en cuivre et tout, c'était abominable. Et il est devenu professeur de médecine, il est devenu un grand chercheur. Il va être prochainement à la retraite. Il a une activité universitaire absolument incroyable. Bon, un grand monsieur. On ne peut pas dire que ça soit un malade. On ne peut pas dire que le fait d'avoir ce diabète l'a empêché d'être pleinement finalement ce qu'il était. Alors oui, il faisait attention. Il fait toujours attention, mais il a une vie que l'on peut considérer en santé et qui, par bien des aspects, est riche, brillante, productrice, féconde, alors qu'il est porteur d'une maladie chronique. Et nous sommes tous porteurs d'une maladie chronique. Si on s'amusait à se dire, chacun de nous, quelles sont les choses qui ne vont pas, les choses pour lesquelles il faut qu'on fasse toujours attention. Je ne parle évidemment pas des gourmands, parce que non. On est d'accord avec Serge, on exclut les gourmands. Mais donc, pour chacun de nous, en fait, on est des malades chroniques de nos défauts habituels. Et pourtant, on va mener une vie qui va être équilibrée, riche, qui peut avoir des moments de fragilité. Et donc, le concept qui renvoie à d'un côté, il y a la maladie et de l'autre côté, il y a la bonne santé. D'un côté, il y a un acte pour lequel on est à la sécurité sociale, on est malade, on est en ALD, et de l'autre côté, il y a les gens qui ne sont pas en ALD, qui sont en santé. Ça ne décrit pas la réalité. En fait, notre relation à la santé, et qui est une relation à la vie, est par certains aspects indépendante de la relation à la maladie. Alors il est évident que quand la maladie est grave au point qu'on n'a plus le fonctionnement social, personnel, voilà. Dans ce cas-là, en effet, on ne peut plus dire qu'on est en santé. Mais toute maladie n'est pas forcément l'arrêt de la santé. Et là, on sent bien qu'on est en train de faire jouer les frontières. Et ce qu'on sait bien, le normal et l'anormal, c'est pas si clair que ça. Il y a place pour beaucoup de monde là. On arrête d'être avec une élite. À propos de la performance, il y a une comparaison qui me plaît bien. C'est la comparaison du thermomètre et du baromètre. Un thermomètre, il a un axe.
La température monte, la température baisse. Voilà. Un baromètre, il a plusieurs axes, parce qu'il y a la pression, il y a l'humidité, mais il y a aussi la température. Être performant sur un baromètre, c'est compliqué, parce qu'on peut très bien augmenter en pression, mais tout en diminuant en humidité ou en augmentant en humidité. C'est multifactoriel. Nous sommes tous multidimensionnels. Et donc notre performance est multidimensionnelle. Pourquoi celui qui est très très fort en maths et incapable de se gérer dans la vie de tous les jours est plus performant que la personne qui est très riche dans ses relations avec les autres, mais qui ne sait pas résoudre un problème de maths? On a évidemment une sorte de tropisme à penser la performance sous forme d'un thermomètre. Et il faut qu'on se pense baromètre, parce que, et y compris dans le domaine de la santé et dans le domaine du soin, la réalité est plus complexe, elle est multidimensionnelle, pluriaxiale. Et ça renvoie finalement tout simplement au fait que être en santé, c'est une certaine manière d'être au monde, et non pas simplement une relation à la pathologie. Si je reste sur cette notion de baromètre, je trouve qu'elle est très forte, parce que, en fin de compte, ce que tu nous dis, c'est là aussi un héritage des Lumières qui est très très contesté aujourd'hui. C'est que tout simplement, nos identités sont multiples. On n'est pas une seule chose. On ne se résume pas à, aujourd'hui, ton genre, pour ne pas dire ton sexe, l'un ou l'autre. Alors, en plus, il peut y en avoir plus que deux, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, on se résume à ça, ta religion, ta couleur de peau, ainsi de suite. Non, on est plein de choses. Ce qu'a été la modernité, c'est nous autoriser à sortir de là où on était pour aller vers autre chose. On a le droit de, si on a une religion, d'être apostat par rapport à cette religion. Il y a des pays, il y a des cultures où on est condamné à mort si on fait ça. Nous, dans notre modernité, c'est le droit. Et donc, en fin de compte, c'est ça. C'est la modernité, la démocratie, c'est le baromètre, d'une certaine manière, par rapport à ce thermomètre où ça serait que l'un ou l'autre. Donc, c'est très riche derrière, parce que c'est ce droit qu'on s'autorise, que très longtemps la modernité occidentale a fait découvrir au monde, le monde qui l'a plus ou moins bien accepté, c'est que nous sommes multiples. Et ce que tu dis, c'est ça. Alors, Gilles le dit d'autant plus qu'il vit sur une île. Donc la question du baromètre est d'autant plus importante. Voilà. C'est sûr. Donc l'eau aussi... Voilà. La montée des eaux, là. Tout ce lien-là est important. Vous voyez, c'est aussi d'ailleurs comment sa propre vie... Tu as dit tout à l'heure, ce grand professeur de médecine qui a connu ses fragilités. C'est vrai que on parle aussi de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu. On ne peut jamais s'extraire complètement, et c'est très bien. Pourquoi telle ou telle personne? Est-ce que Camus aurait pu inventer le docteur Rieux s'il n'avait pas eu lui-même une grave maladie? Docteur Rieux qui à un moment dit « l'homme n'est pas une idée ». Il y a autre chose, il y a un fait, il y a une âme, il y a une situation. Tout ce que tu nous dis, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, derrière l'idée, il y a autre chose. Il y a simplement la situation, il y a les conditions, il y a tout ça. Et tout notre entretien, tout le cursus que vous avez suivi pour les uns, que vous allez suivre pour les autres, toutes nos vies, d'une certaine manière, doivent être, je crois, confrontées à ça. L'homme n'est pas une idée, et on est comment on fait pour améliorer notre situation et la situation des autres. Et tout ce que tu nous as raconté, tout ce qui est ce livre, c'est autour de ça. Encore une fois, la richesse première, la leçon première, c'est qu'au-delà de la question du vieillissement, c'est bien la question de quelle société on veut, c'est joli, quelle société on veut, quelle société on construit, et elle n'est pas construite par là-haut, elle est bien construite par les uns et les autres, par les êtres humains, par les femmes et les hommes qui composent cette société, et même d'ailleurs peut-être par autre chose que les femmes et les hommes, c'est aussi les animaux, c'est aussi tous ceux qui agissent, tous ceux qui font que notre quotidien est possible pour un temps donné, parce que là aussi derrière, on peut vivre très très longtemps, il y a une abondance de vie, encore faut-il qu'on sache garder notre terre en état, en capacité, sinon à un moment donné on pourra se raconter tout ce qu'on voudra, se raconter, et la longévité ne servira plus à grand chose. Alors ça c'est un thème en effet que j'aborde un peu dans un chapitre juste avant la troisième partie sur le projet collectif, c'est que quand on voit une augmentation progressive de l'espérance de vie avec une augmentation progressive d'une partie de la population les plus âgés qui rééquilibre les choses, avec une accélération qui va se situer entre 2027 et 2030-2035, où là, il va y avoir une augmentation très très importante des plus de 75 ans. On est à 115% d'augmentation. Et cette augmentation va se maintenir jusqu'en 2060 pour se résoudre finalement vers 2100-2125 selon les hypothèses. On voit bien qu'on est sur un mouvement qui n'est pas simplement un petit monticule. On a quelques vieux pendant quelques années. On est sur un changement qui va être durable. On est à l'échelle du siècle. Et ça nous fait penser à d'autres mutations, d'autres transitions.
par exemple, l'utilisation des ressources naturelles, notre nouvelle relation à l'environnement, notre nouvel usage de la matière de la Terre. Et ça nous fait penser encore à autre chose. C'est tout simplement que la révolution de Gutenberg a été remplacée par la révolution du numérique, et nous en sommes encore tout juste au début, et qui fait que les distances ne sont plus les mêmes avec le numérique, et on devrait plutôt, au lieu de parler de mondialisation, qui a toujours un relent de conflit de civilisation, dire tout simplement c'est une nouvelle géospatialité. À partir du moment où je peux parler avec mon collègue qui est à Hong Kong en téléconférence, faire une WebEx avec quelqu'un à Washington, eh bien, ce n'est pas un problème de mondialisation, c'est un problème de relation à la spatialité. Eh bien, on vit en même temps, en fait, ces trois transitions. Transition numérique et donc une nouvelle géospatialité, transition écologique et transition démographique. Et on va penser que ces transitions n'ont rien à voir entre elles, qu'elles vont marcher chacune pour elles. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, la possibilité du numérique va nous permettre une nouvelle utilisation de l'environnement. Et donc, un vrai projet politique au long cours, un vrai projet prospectif, eh bien, c'est tout simplement ces trois transitions articulées entre elles. Et là, on résume pratiquement l'ensemble du champ, finalement, de la question politique. Et c'est au sein de ce dialogue entre ces trois transitions que va se jouer la démocratie, tout simplement. Alors, je pense que le mot thérapie brève est né en contraste avec les thérapies longues. C'est un peu évident, hein. Mais je crois qu'on a un peu, mis à part quelques rares écoles et quelques rares cas cliniques, je pense qu'on est dans l'abandon des thérapies longues. Ça, je crois que c'est vraiment maintenant très clair. Après, il y a court et très court. C'est-à-dire, au lieu de 50 divans, 1 an de divan, c'est une thérapie courte. Là, on est sur l'échelle d'une demi-heure régulièrement. Mais en fait, ce que vous dites, en effet, est dans le prolongement complet de la vision cognitive. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une thérapie brève qui va utiliser le chemin cognitif pour renforcer les compétences de la personne en termes d'autonomie, hein, on peut le dire comme ça. C'est se mettre à l'échelle de temps du fonctionnement de la personne. Donc une personne qui a une mémoire qui est très altérée est dans un fonctionnement qui n'est pas dans l'immédiat, mais dans l'heure. Et donc, on va pouvoir faire un travail avec elle dans ce laps de temps. Alors, il ne faudrait pas penser que c'est parce qu'il y a un trouble de la mémoire. C'est autre chose qui rentre en jeu, c'est un trouble de l'attention. C'est-à-dire, c'est soutenir l'attention. Et à l'intérieur de cette capacité attentionnelle qui est limitée, de pouvoir substituer la stimulation normale pharmacochimique qui est faite par le cerveau normalement par une autre afférence qui est émotionnelle et qui est une stimulation extérieure. Et là, on rejoint complètement le cerveau de l'émotion, Spinoza, Damasio, etc. Et donc là, on va trouver finalement des techniques différentes. Alors ça peut être des techniques d'art-thérapie, ça peut être des techniques aussi par le corps, ça peut être aussi des techniques utilisant le langage symbolique, langage imagé. Après, ça peut être aussi l'utilisation de la créativité, bien que souvent ce champ-là soit relativement restreint. Et si on répète régulièrement ces activités-là, en variant les activités d'une fois sur l'autre, on crée en fait une stimulation du lobe frontal qui est supérieure à celle qui est apportée par les médicaments et on maintient en fait le niveau cognitif, on ralentit le déclin. Alors, vous allez tout de suite me dire, c'est très sympathique, mais donnez-moi des preuves scientifiques de cela. Et là,
en fait, on va se heurter à une difficulté qui est la difficulté des preuves scientifiques par les méthodes statistiques habituelles, c'est-à-dire combien faut-il inclure de personnes qui ont exactement le même trouble dysexécutif avec la même histoire de vie et la même psychologie qui vont réagir au même traitement non médicamenteux pour avoir un résultat sur un déclin cognitif sur 5 ans. Je viens de vous décrire une expérience impossible. Et ceci montre que les grands protocoles, en France, ça a été le protocole mené par le professeur Darty, qui s'appelle ETNA, sur les thérapies non médicamenteuses, aboutit finalement à un résultat négatif. Parce que comme la cognition, c'est le lieu de notre interface entre notre histoire, l'environnement et notre manière d'être, comment standardiser la cognition exécutive? Donc là, on a des problèmes de méthode. Donc oui, on arrive là un peu en petite tenue devant des scientifiques, si j'ose dire, parce qu'on ne peut pas leur asséner un New England Journal of Medicine à propos de 20 000 personnes qui ont fait de l'orthothérapie et qui ont modifié le déclin cognitif. Et c'est là que le médicament, qui fait une stimulation qui est standardisée, toujours la même, avec le même impact moléculaire, a plus de chances de démontrer un intérêt. Et c'est à cause de ça qu'on va nous dire on ne finance pas parce qu'il n'y a pas le bon niveau de preuve. Et donc là, on est sur quelque chose qui est compliqué. Parce qu'on a la connaissance empirique, c'est-à-dire elle est scientifique mais fondée sur l'expérience du bon fonctionnement de ces thérapies, mais nous n'avons pas la preuve déductive et expérimentale qui permet aujourd'hui le remboursement d'un acte thérapeutique. Donc voilà, c'est là que ça se joue. Et d'ailleurs, dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait 2 termes qui me venaient à l'esprit, c'est l'empirique et le déductif, qui est très sous-jacent à ça. C'est-à-dire que là, quand on parle d'une connaissance qui est fondée sur l'expérience, sur la vie, sur la relation à l'autre, etc., on est sur le champ empirique. Le champ empirique ne veut pas dire un champ magique et ignorant. C'est une connaissance acquise par l'expérience et transmise. Mais c'est vrai que, comme nous avons des critères de jugement scientifique, et en particulier au niveau économique de plus en plus, qui sont fondés sur le déductif, là, on a une difficulté pour faire valoir la science du soin, la science du soignant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors Gilles, juste on partage ensemble un certain goût du chocolat. Du chocolat, mais aussi c'est lié à la méditation. Oui. Les étudiants d'ailleurs le savent. Maintenant, quand même, avec les sciences neurologiques, on peut voir des effets sur le cerveau. Donc on a par un autre biais, on peut quand même voir qu'il se passe des choses. Oui, il y a des travaux récents, il y a des travaux canadiens sur l'épaisseur du cortex chez les gens qui pratiquent la méditation régulièrement. Il y a Mathieu Ricard qui a fait une série à l'INSERM. Mais on ne peut pas dire qu'on soit sur la preuve scientifique. On voit quelque chose. Oui, c'est ça. On voit quelque chose qui est intéressant, qui est troublant. Troublant parce que quelque chose d'aussi matériel que la méditation peut se traduire en termes d'imagerie, en termes de fonctionnement neurochimique. Donc c'est intéressant. Mais on pourrait faire la même constatation, par exemple, c'est l'atrophie hippocampique digne d'une maladie d'Alzheimer chez les GI qui sont revenus de la guerre du Golfe. C'est-à-dire que leur stress leur a donné un cerveau d'Alzheimer au niveau hippocampique. Donc, mais tout ça, ça ne fait pas la preuve par 9 d'une relation causale. On est sur de la statistique associative. Mais c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, donc c'est très intéressant. On sent bien évidemment que ça semble un peu évident que quelqu'un qui a une vie intérieure, qu'on peut appeler méditation, prière régulière et tout ce qu'on veut, ait un fonctionnement finalement cérébral qui se modifie et qu'il produise un peu plus de sérotonine, la dopamine comme il faut, etc. Ça ne semble pas complètement illogique. Après, la causalité qui fait que je vous conseille 2 heures de méditation et surtout les bras croisés, et donc vous aurez votre cortex qui grossit, c'est pas possible ça. Donc ça, c'est ce que vous, le terme qui décrit ce que vous dites là, c'est la transférabilité. Oui, c'est la transférabilité, c'est-à-dire qu'on construit sur un territoire quelque chose qui semble intéressant et qui semble fonctionner. Alors il faut voir un peu en quoi ça fonctionne, en quoi ça ne fonctionne pas, etc. Et en quoi on peut le mettre à côté et que ça recommence. Voilà.
Alors ça, c'est vraiment une question qui nous intéresse. Il faut signaler quand même que la construction du Gérontopole n'a pas été un lac tranquille. Et c'est quelque chose qui est assez exigeant, avec les aléas qui sont liés à la relation du politique, à la relation de l'économique, à la relation des différents pouvoirs qui s'exercent. À partir du moment, mais ça c'est vrai, de toute action qui met en lien des mondes différents, il y a une sorte de compétition, qu'on a trouvé notre ligne de flottaison relativement récemment, c'est-à-dire que si on est né en 2012, on a une ligne de flottaison qui est un peu plus tranquille que depuis 1 an et demi à peu près. Avant, ça a été quand même assez compliqué. Donc, je n'ai pas assez de recul pour dire que nous sommes une institution pérenne qui va pouvoir accompagner pendant 10 ans la transition démographique. On n'a pas encore fait nos preuves. Le deuxième point, c'est la transférabilité. On a reçu plusieurs responsables de différentes régions qui ont voulu voir ce que c'était que le gérontopole parce qu'ils voulaient faire un gérontopole. Alors je ne vais pas les citer, mais en fait, il y a eu 6 régions qui sont venues nous voir, dont certaines qui étaient censées avoir un gérontopole, pour voir ce que c'était qu'un gérontopole. Et qui sont repartis de là, intéressés, etc. À ce jour, il y a un gérontopole qui est né, qui est au Havre, et Basse-Normandie, et qui, je pense, inclut Rouen maintenant, qui est sur un modèle plus territoire économique et un peu formation, qui a moins le côté recherche en lien avec l'université qu'on a pu développer, qui fonctionne bien, qui fait des choses vraiment très intéressantes, mais qui est récent. C'est-à-dire l'inauguration date d'il y a 1 an et demi, quoi. Voilà. Nous avons eu un audit externe sur le projet Gérontopole, c'est toujours intéressant. Donc une agence d'audit qui a regardé ce qu'on a fait, notre histoire, en disant est-ce que c'est solide, c'est pas solide, etc., les inconvénients, etc. Il est ressorti de cet audit que la construction est solide sur le plan conceptuel. Et d'ailleurs, le maintien avec changement de majorité est quasiment une preuve. Est probablement un dispositif régional qui doit être inspirant parce qu'il est cohérent. Quand on regarde ce qui s'appelle Gérontopole en France, en fait, il y en a 2 qui sont sur un modèle sanitaire et de recherche, et les 3 autres qui sont en train de naître, et celui qui est né, qui est sur le modèle plutôt du Gérontopole Pays de la Loire, qui est basé à Nantes. Donc on sent qu'il y a une sorte de filiation qui s'installe. Après, toute la question, la vraie question que vous posez, qui est la bonne question, c'est OK, si c'est si intéressant que ça, si ce que vous dites sur le vieillissement, c'est vraiment ça, dans ce cas-là, il faut que l'État demain dise, il faut que chaque région ait son gérontopole, pour faire bref, et que le gérontopole soit sur ce modèle-là. Alors moi, je ne le dirais pas comme ça. D'abord, je ne sais pas si le mot gérontopole est un bon terme. Je pense qu'il faut laisser. Je pense que la transférabilité, ce n'est pas un modèle rigide qui s'appliquerait ailleurs, parce que je me rends compte que les personnalités en œuvre ont joué beaucoup. Je parlerai plutôt de dispositif régional d'accompagnement de la transition démographique, avec une modularisation de l'action, qui peut être par exemple beaucoup l'économie, un peu la formation, le territoire, etc., en fonction finalement des forces en présence, de ce qui complète. J'ai l'habitude de dire que quand on fait une action territoriale, il faut avoir la logique de l'enduit sur un mur. Quand vous avez un mur irrégulier, que vous mettez de l'enduit, là où vous avez un trou, il y a beaucoup d'enduit. Mais quand la pierre affleure, il n'y a plus d'enduit. Ben, c'est la même chose. Quand on met un dispositif sur un territoire, il faut qu'il s'adapte. Il y a des forces en présence, ça fonctionne bien, ben, il n'y a pas besoin de rajouter. Il y a un endroit où ça manque, et ben là on met le dispositif. Et donc je pense que la transférabilité, elle viendra de la plasticité du système. Et une bonne transférabilité, c'est une très bonne compréhension de la plasticité, ce que je n'ai pas encore. Eh ben, on va s'arrêter sur cette histoire de plasticité. Ah oui, bah oui. Bah, merci, on peut l'applaudir. Merci Serge. Merci à toi, merci.